vais commencer la présentation. Donc, je suis Gilles Dufaux, je travaille à la Caisse des dépôts, / Banque des territoires, / Direction de l'investissement, / Département de l'innovation. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'appel à projet numérisation du patrimoine et de l'architecture. Alors, bon, ça c'est les slides d'agenda. On va passer tout de suite à l'introduction, qui est une présentation de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, qui s'inscrit dans le programme qui s'appelle désormais France 2030. Donc, n'essayez pas de reconstruire PIA 1, PIA 2, PIA 3, PIA 4, etc. C'est France 2030 désormais. Et c'est un budget total de 1 milliard d'euros pour les industries culturelles et créatives françaises. France 2030 et le PIA 4, donc c'est un des multiples programmes de France 2030, donc, qui totalise 54 milliards d'euros pour accélérer la transformation de la France et mieux préparer le pays aux bouleversements technologiques et économiques à venir. Dans le cadre du PIA 4, il y a 20 milliards d'euros sur l'investissement de l'innovation et de rupture. Et il y a un volet transversal qui fait 13,5 milliards d'euros qui porte principalement sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et il y a un volet dit dirigé pour accélérer la transformation des secteurs industriels. Dans ce cadre, pour la culture, comme vous le voyez, il y a donc 400 millions d'euros sur la stratégie dite d'accélération des industries culturelles et créatives et 600 millions sur le volet culture de France 2030, soit 1 milliard au total. Une petite citation du rapport d'Alain Juppé et Michel Rocard, qui est à l'origine du programme d'investissement d'avenir, qui à l'époque s'appelait le Grand Emprunt et qui avait été porté par le président Nicolas Sarkozy. Alors les industries culturelles et créatives, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires de 92 milliards d'euros. Ça représente 2,3% du PIB. Ça recouvre effectivement un champ très divers de secteurs d'activité. Et c'est l'idée en fait que c'est ce qu'on a appelé l'excellence du geste créateur, qui est aujourd'hui reconnu en France pour les artisans, pour la création de contenu, et qu'on souhaite développer et améliorer pour le porter au niveau des leaders mondiaux. Juste petit rappel, on comptabilise 150 000 entreprises dans le secteur culturel, dont plus de 95% sont des TPE, et cela représente 640 000 emplois directs et 1,3 million d'emplois indirects. Alors, la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, c'est issu d'un processus assez long qui s'est appelé les États généraux des industries culturelles et créatives, qui a été piloté par Bruno Patino, qui est l'actuel président de Arte France, et Catherine Pégard, qui est la présidente du Château de Versailles. C'est une stratégie donc, qui s'inscrit dans une démarche qui a été initiée il y a maintenant 3 ans par Emmanuel Macron. Il y a eu, donc, comme je le disais, un gros travail de concertation qui a permis de faire émerger des objectifs stratégiques que je vais détailler derrière et qui a été doté d'un plan d'investissement de 400 millions d'euros et qui recouvre à la fois des crédits pour des emprunts, des crédits pour des subventions et des crédits pour de l'investissement. Les constats qui ont été faits à l'issue des débats, c'est qu'il y avait plusieurs difficultés auxquelles le secteur des industries culturelles et créatives était confronté, à savoir l'accès au financement, une concurrence accrue de la part d'acteurs internationaux et pas seulement européens, une très large transformation des modes de création due à la transition numérique, à la fois des outils mais aussi dans les méthodes de création, et qui se retrouve effectivement dans un bouleversement des modes de production et de diffusion. Pour répondre à ces 5 objectifs, je ne parle pas trop fort, ça va ? Bon. Pour répondre à ces 4 enjeux, on a déterminé 5 axes stratégiques majeurs. Le premier qui porte sur le renforcement de la solidité et de la compétitivité des entreprises. Donc là, on va travailler surtout sur le financement et la formation. L'axe 2, c'est hisser la France au premier rang de la nouvelle économie numérique. Donc c'est un sujet sur l'accélération de la transition numérique du secteur des industries culturelles et créatives. Il y a un axe sur le développement international des structures des sociétés françaises. Un axe sur ce qu'on a appelé les nouvelles dynamiques territoriales.
parce que les industries culturelles et créatives ne sont pas seulement à Paris, mais elles sont aussi très largement répandues dans les territoires. Et enfin, le dernier axe, qui est de poursuivre le travail qui a déjà été entrepris, parce que le ministère de la Culture est un ministère pilote dans la mise en place de la politique de développement durable en France, qui est effectivement de faire des industries culturelles et créatives une filière de référence en matière de responsabilité écologique. À ces 400 millions donc, s'ajoute effectivement France 2030, qui est l'objectif 8 de France 2030 et qui est relatif aux industries culturelles et créatives. Et là, on parle plus en fait de tout un ensemble de mesures qui sont autour des contenus culturels et créatifs et des technologies immersives. Le sujet, c'est de, là encore, placer la France au niveau des premiers mondiaux avec la production de contenus culturels pour demain. Il y aura 3 axes dans ce programme. Le premier, ce sera de développer des studios de tournage et de post-production qui utilisent les technologies immersives. Le deuxième, c'est effectivement soutenir les producteurs de solutions de technologies immersives. Et le troisième, c'est l'émergence de nouvelles formations au métier de l'image et du son pour effectivement permettre aux collaborateurs de ces structures de travailler dans les bonnes conditions et sur les bons outils. Alors maintenant, rapide point sur l'intervention de la Banque des Territoires dans le secteur culturel. La Banque des Territoires a été un des premiers opérateurs du secteur culturel dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Ça remonte à 2010, donc avec un appel à manifestation d'intérêt qui s'appelle Services et contenus numériques innovants, qui visait surtout à numériser les collections publiques. Donc dans ce cadre, la Banque des Territoires a aidé la Réunion des musées nationaux à numériser ses collections 2D et 3D. La Bibliothèque nationale de France a constitué sa filiale qui s'appelle BNF Partenariat. Le Centre Pompidou a numérisé une grande partie de sa collection et à la mettre en ligne dans le cadre d'un site internet qui utilisait le web sémantique. Et puis on a monté un programme de numérisation des collections films de la société Gaumont. Une société qui est une filiale de l'AFP qui valorise les savoir-faire de l'AFP dans le monde arabe et au Proche-Orient. Et enfin, on est entré au capital d'une structure qui s'appelle Le Meilleur du Cinéma, qui édite la plateforme de VOD d'arrêt essai Universiné. Il n'y a pas eu de programme culturel dans le deuxième PIA en 2014. Il y en a eu un dans le troisième programme en 2017 qui s'appelle Culture, Patrimoine et Numérique, qui est un programme qui vise là à apporter des fonds propres à des filiales d'établissements publics ou à des sociétés de projets ou des startups. Donc on est entré au capital de la Philharmonie des enfants, de Grand Palais Immersif, de IRCAM Amplify avec l'IRCAM, de startups comme Nomad Music, Flyview Paris, le réseau social autour de la lecture Glyph, une plateforme de distribution de livres numérisés et de presse qui s'appelle YouScribe. On est aussi au capital de Saline Royale Academy, qui est une académie de musique avec la Saline Royale d'Arquet-Senan. Le programme est en cours de prolongation et devrait réouvrir prochainement. Et enfin, depuis l'année dernière, on est donc dans le 4e programme d'investissement d'avenir avec la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives. On a lancé en septembre 4 appels à projets. 2 sont clos actuellement et il y en a encore 2 qui sont ouverts. Et je vais vous parler plus particulièrement de l'un de ceux qui est encore ouvert. Je rappelle par ailleurs quelques grands principes d'intervention de France 2030. Le principe étant effectivement d'accompagner la transition numérique et écologique des industries culturelles et créatives. Ça passe par du cofinancement, c'est-à-dire que le PIA ne peut pas intervenir seul dans le financement des programmes. Il faut d'autres modes de financement, que ce soit des financements publics ou privés. Privé, ça peut s'entendre développement d'un modèle économique avec des recettes commerciales ou pour certains projets des subventions de type mécénat. Le deuxième principe, c'est de financer des projets qui sont considérés comme innovants. Donc il y a vraiment une recherche d'accélération de l'innovation et de constitution de nouveaux actifs autour de la filière. On intervient dans ce qu'on appelle une phase d'amorçage.
C'est-à-dire qu'il faut que les projets aient un minimum de définition, éventuellement ait déjà fait l'objet d'une preuve de concept, d'un début de développement, quel qu'il soit, et qu'il propose, on va dire, une viabilité à moyen terme, à la fois en termes de technique, enfin de technologie, on va dire. Il faut que ce soit des technologies qui s'annoncent pérennes, qu'ils soient portés par des structures aussi qui ont une certaine pérennité et qui sont capables, à horizon de 3 ans, de rencontrer à défaut d'un modèle économique commercial, en tout cas des modalités de financement ou de participation qui font que le projet reste actif. On travaille sur effectivement des structures qui sont dans une démarche entrepreneuriale. Le sujet n'est pas de financer des activités courantes des établissements publics ou des sociétés, mais bien de contribuer au développement de nouvelles activités. Et enfin, le dernier sujet qui est le plus important au fond, c'est que ce sont des programmes qui sont sélectifs. Donc on va dire, pour faire simple, qu'on ne donne pas de l'argent à tout le monde, mais on fait une analyse détaillée des projets, notamment en confiant les instructions à des personnalités qualifiées qui sont issues de la société civile et qui nous aident dans la définition et dans l'identification des projets et des subventions qu'on leur attribue. Alors, je vais donc vous parler plus précisément de l'appel à projet numérisation du patrimoine et de l'architecture. Il y a une petite complexité, donc on vous l'a remis. Messieurs, bonjour. C'est que l'appel à projet, il s'inscrit dans un cahier des charges qui est double, qui s'appelle « Accompagner la transition numérique des entreprises culturelles et créatives », dont l'un des volets porte sur l'expérience augmentée du spectacle vivant, dont je ne vais pas parler maintenant, et un autre volet qui s'appelle « Numérisation de l'architecture et du patrimoine ». Pardon ? Je vais y venir. Il y a encore plein de slides. J'en ai enlevé, mais j'en ai encore pas mal. Sur ce projet, donc, les constats sont assez simples. L'usage du numérique donc, a permis de renouveler et d'augmenter l'accès à une grande diversité de patrimoine, aussi bien sur place qu'en ligne, via ce qu'on appelle... Alors, j'ai mis des guillemets parce que ce n'est pas toujours des doubles numériques au sens pur du terme. Le développement d'un nouveau médium qui permet la création de contenus inédits et qui devient essentiel dans l'accompagnement de la conservation et de la gestion des collections. Pour autant, on constate que ces pratiques ne sont pas assez répandues dans les institutions culturelles et patrimoniales. Donc l'objectif de cet appel à projet, c'est de soutenir des projets qui vont apporter plutôt des améliorations sur des solutions de numérisation de l'architecture et du patrimoine, aussi bien dans le processus de numérisation lui-même que dans le processus de restitution qui sera fait des données qui seront acquises, avec un objectif, une ambition qui est de répandre ces nouveaux usages auprès de tous les acteurs de la filière, donc soutenir les professionnels dans leur mission de mise en valeur du patrimoine et des archives, et enrichir l'expérience des visiteurs et développer les publics. Je ne l'ai pas mis, mais bien évidemment en soutenant les acteurs industriels que sont les prestataires de services et les sociétés qui développent des solutions dans le domaine. Alors, on a prévu 3 vagues de limites de retrait de dépôt, de dossiers. La première vague, c'était le 3 décembre, elle est donc terminée, on est en train d'analyser les dossiers. La deuxième date de retrait, ce sera le 3 mai prochain. Et la troisième date, ce sera le 3 novembre. L'ensemble du programme dispose d'un budget de 10 millions d'euros, sachant qu'on soutient au maximum des projets à hauteur de 2 millions d'euros pour, comme c'est indiqué, 50% du budget total du projet. Il y a des petites spécificités pour les TPE, les PME et les consortiums et un système de bonification pour les structures qui respectent, ou en tout cas qui s'engagent dans une démarche de respect des critères environnementaux et sociétaux. Sociétaux, on entend parité homme-femme, lutte contre les discriminations des personnes en situation de handicap et puis lutte contre les violences à caractère sexuel notamment.
On couvre tous les champs possibles en termes de bénéficiaires, c'est-à-dire les entreprises, les établissements publics, que ce soit des établissements publics d'État ou des établissements publics à caractère de coopération de collectivités territoriales. On peut financer également des collectivités territoriales ainsi que des associations et des fondations. Le contenu comment dire, le sujet, effectivement, c'est d'accompagner ces structures dans la maturation de leurs projets en partant du principe que ce sont des projets qui sont considérés comme à fort potentiel et qui sont capables de capitaliser effectivement sur des preuves de concept qui auront été préalablement éprouvées, soit sur le plan technique, soit sur le plan des usages. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'assure que la technologie qui est développée a fait l'objet d'un premier niveau de réalisation pour être sûr que ça fonctionne. Et ce qui est encore mieux, c'est que la solution, le projet, ait été au préalablement testé avec des usagers, des clients, pour s'assurer effectivement de la réception par le public, que ce soit des tests en format payant ou en format gratuit. Alors, des exemples de projets que l'on vise, dans les archives, c'est tout ce qui peut permettre la simplification des processus de numérisation et de transcription des archives et de la documentation. En termes de gestion des collections et des fonds, ça peut être la conception et la mise à disposition d'outils de gestion de collections et des fonds, afin notamment de suivre leur état de conservation. Donc avec typiquement, par exemple, quand on pourrait, enfin, parmi les solutions qu'on a imaginées, c'est des systèmes qui utilisent des intelligences artificielles qui vont comparer des photos de constats d'état à deux périodes différentes et qui sont capables d'identifier des écarts dans l'état des œuvres. Ben, je dis des œuvres, ça peut être aussi des bâtiments, des objets, etc. En termes d'expérience utilisateur, donc là on vise toutes les technologies actuelles, y compris les plus récentes, qui sont dans une perspective d'augmentation de l'expérience utilisateur, d'un côté, et de l'autre, de l'ouverture à des nouveaux publics, que ce soit des publics empêchés ou des publics qui n'ont pas accès, enfin, ou des publics qui ne fréquentaient pas les institutions ou les contenus culturels concernés. En termes de patrimoine et d'architecture, on vise des projets qui travaillent sur l'ouverture et l'interopérabilité des données, notamment par l'intermédiaire du web sémantique ou la mise à disposition de référentiels partagés. Et enfin, dans l'intelligence artificielle, alors je l'ai un peu évoqué sur la partie collection des fonds, mais c'est toute utilisation en fait, de façon industrielle de l'intelligence artificielle pour améliorer les solutions de numérisation et de restitution. Alors, les critères de sélection, comme vous le voyez, sont très nombreux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on vise 4 types de critères. L'intérêt du projet pour la filière, donc son caractère structurant, la pérennité, la réplicabilité ou la généralisation possible de la solution à un secteur ou plusieurs sous-secteurs, au secteur culturel ou à plusieurs secteurs sous-secteurs du secteur culturel. Bien évidemment, le caractère innovant. L'aspect partenariat qui est aussi important, c'est-à-dire qu'on considère que à partir du moment où il y a plusieurs partenaires dans le projet, on a une assurance à défaut d'une garantie qu'il y a au moins un partage de la solution parmi un certain nombre d'acteurs, et donc c'est un gage de pérennité. Bien évidemment, le caractère critique en termes de taille du projet, et on l'a dit tout à l'heure avec la preuve de concept, le fait que la technologie soit a priori mature. On va aussi évaluer les compétences du ou des porteurs de projets, donc avec bien évidemment une étude de leur expérience du porteur lui-même et de ses partenaires. Alors, ça paraît évident, mais on le redit, hein, la qualité et la clarté de la structuration du projet. J'étais ce matin en comité de sélection et on a pu voir que malheureusement, il y a encore des projets qui sont présentés pour des demandes de subventions assez élevées où le projet n'est pas compréhensible. C'est un peu un souci, puisqu'on parle quand même de subventions publiques sur des montants assez élevés. La mobilisation interne des équipes des porteurs de projets. On porte aussi une attention assez forte à la cohérence et à la stabilité du plan de financement. Là encore, c'est un gage de pérennité du projet.
On demande également l'existence d'un calendrier détaillé et crédible, donc les tâches qui vont être associées au projet soient suffisamment bien décrites et ordonnancées pour que, en première analyse, on pense que le calendrier sera tenu et que les moyens qui sont mis en œuvre sont cohérents. Et enfin, connaissance des métiers des industries culturelles et créatives, ça va de soi. On porte aussi une attention au respect des critères environnementaux. Le sujet, ce n'est pas parce que on fait du numérique principalement et qu'il ne faut pas se préoccuper de l'aspect environnemental. Donc on prête aussi attention à la façon dont le projet va être conçu, les engagements que prend la structure en termes de sobriété numérique, au moins sur la mise en place d'indicateurs, l'inscription dans une démarche qui peut être certifiée ou pas. Et enfin, on prête attention, comme je le disais tout à l'heure, aux critères sociétaux. Donc, on vérifie le respect de la parité de genre dans les équipes, la prise en compte l'intégration des personnes en situation de handicap. Et en fait, on n'exclut pas les dossiers, mais on apporte des bonus, des bonis aux projets qui s'inscriraient dans cette démarche. Alors, voilà, je vous ai remis le rétro-planning. On a lancé donc le dispositif en septembre l'année dernière. Il y a eu un certain nombre de présentations qui ont été faites. On a relevé les premiers dossiers. Oui. Ah non, ça c'était. Ah non, pardon. La date qui est indiquée ici, le 28 mars, c'était l'expérience augmentée du spectacle vivant. Les premiers dossiers numérisation du patrimoine et l'architecture étaient étudiés ce matin et ils le sont encore maintenant. La prochaine date de retrait, on aura des auditions en avril, des porteurs de projets. La prochaine date de relève de dossier, c'est donc le 3 mai. Et le programme s'arrêtera en novembre prochain, le 3, par la troisième vague de retrait de dossiers et la clôture du dispositif. Pardon ? Alors, je réponds à la question avant la phase questions-réponses. Comme on est sur une perspective sélective, on ne donne pas des subventions à tous les dossiers qui ont été déposés, donc ça permet déjà d'écrémer. Et après, on fait aussi une analyse avec les personnalités qualifiées sur la pertinence des budgets qui sont présentés, et on ne donne pas forcément la totalité du budget qui a été demandé. Et on s'assure au fur et à mesure, ce qui est un petit peu difficile, mais on s'assure qu'on garde du budget pour les vagues suivantes. Je ne peux pas m'engager plus. Si jamais on atteint les 10 millions avant la fin, on aura des discussions avec le ministère de la Culture et le secrétaire général pour l'investissement pour voir comment on fait. Surtout parce qu'en fait, petite précision, les dossiers qui ont été déposés et qui n'auraient pas été retenus pour la première vague et qui sont considérés comme potentiellement intéressants, mais dont la structuration n'était pas suffisante, on va leur donner des recommandations pour qu'ils améliorent le dossier pour pouvoir se représenter à une étape suivante. Donc on va aussi, notamment, il y a des sujets, typiquement ce matin, il y a 2 dossiers qu'on a instruits, qui sont considérés comme plus que structurants pour la filière, mais qui ne sont pas assez bien présentés. Et donc on va inviter à retravailler avec un certain nombre de recommandations pour pouvoir se présenter à nouveau. Donc maintenant, des aspects très concrets sur le dépôt des candidatures. Alors, malheureusement, j'espère que la présentation sera diffusée pour que vous puissiez accéder au lien qui est indiqué ici, qui est malheureusement un petit peu long. Je n'ai pas eu le temps de mettre un QR code pour que vous puissiez le scanner. Donc, il y a un cahier des charges en fait, qu'il faut récupérer sur la plateforme achatpublic.com. On s'inscrit avec un certain nombre de données. Vous pouvez ensuite télécharger le cahier des charges. Avec le cahier des charges, il y a un modèle de dossier à remplir. Le dossier, il est en 3 parties. Il y a un dossier Word ou autre format de texte que vous voulez qui permet d'expliquer le projet. Il y a un dossier Excel qui est sur toutes les informations administratives du projet, le calendrier, un certain nombre de choses comme ça. Et il y a un 3e fichier Excel qui est pour la partie budgétaire. Donc, il faut bien évidemment compléter le dossier.
fournir tous les documents administratifs. Je n'ai pas fait la liste parce qu'elle est un petit peu longue et puis c'est un peu fastidieux. Voilà, c'est habituel dans les constitutions de dossiers pour des demandes de subventions publiques. Et ensuite, tous les éléments sont à retélécharger dans l'autre sens sur la plateforme achat public. Sachant qu'un petit point très important, le fait de soumettre un des documents ne valide pas en fait l'ensemble de votre dossier. Vous pouvez le compléter jusqu'à la date limite de fin de dépôt. Autre chose qui est utile, le cahier des charges, en fait, enfin, l'appel à projet est associé à une foire aux questions que vous pouvez consulter, qui contient déjà de très nombreuses questions et de très nombreuses réponses qui vous aideront probablement à mieux cibler les projets qui sont visés et qui contiennent aussi un certain nombre de réponses sur les documents administratifs, le processus, etc. Hop, et j'ai fini. Ah non, si j'ai fini. Voilà. Donc là, vous avez l'équipe qui travaille dessus et la personne qui est plus principalement en charge de cet appel à projet, c'est Manon Ayala, qui est sur la colonne de droite. Voilà. Alors, je vais revenir sur la slide questions-réponses. J'ai été très rapide. Oui, je reviens. Voilà. Alors, normalement, je vous invite plutôt à poser vos questions sur la plateforme. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le cadre des marchés publics et donc, en théorie, les réponses qu'on apporte aux porteurs de projets pour éviter les distorsions de concurrence et de traitement, normalement, il vaut mieux poser les questions sur la plateforme, mais on n'exclut pas de rencontrer certains porteurs de projets. Voilà, on peut passer. J'ai tenu une demi-heure, donc maintenant on a une demi-heure de questions-réponses. Si vous avez des questions, ce que j'espère, parce que sinon... Alors, je fais circuler un micro. Pourquoi ? Non, mais là, vous êtes plusieurs, donc il y a plusieurs personnes qui peuvent entendre les réponses, donc on est moins dans la question de distorsion de traitement des candidats. Oui, moi j'avais vu passer l'appel d'offres, c'est pour ça que j'étais très intéressé de la présentation. Est-ce qu'il faut nécessairement un client ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pour poser une solution, par exemple, de numérisation avec des acteurs professionnels, performants, crédibles, et puis un enjeu culturel. Est-ce qu'il faut nécessairement avoir des clients, une institution sur laquelle, par exemple, si je veux s'il y a un projet de numérisation par exemple, de patrimoine? Alors, il ne faut pas un client. En revanche, dans le dossier de candidature, on demande un certain nombre d'éléments sur le marché concerné, de qualification de ce marché, donc pour être sûr que la solution qui va être proposée répond bien à un besoin du secteur. Donc, si vous n'avez pas de client de votre solution, ça n'est pas très grave. Si vous en avez un ou plusieurs, c'est quand même mieux parce que ça prouve que la technologie, quelle qu'elle soit, a déjà été éprouvée à la fois en termes techniques, mais aussi en termes d'intérêt pour un client. Ce qui permet aussi, et c'est un point qui est non négligeable, c'est que le fait d'avoir un client, ça vous permet aussi d'avoir un retour d'expérience sur qu'est-ce qui est bien dans la solution, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et notamment, on a vu sur plusieurs dossiers, le fait d'avoir des clients, ça permet aussi d'identifier les points des solutions telles qu'elles ont été déterminées qui doivent être développées dans l'avenir pour justement répondre mieux aux attentes des clients. Voire d'en avoir eu un, c'est bien. Voilà, c'est un plus. Je passe la parole après. Donc nous, on est déjà très intéressés par le dossier, on a déjà pas mal lu le cahier des charges, et d'ailleurs dedans, vous parlez de partenaires et de partenariats. Du coup, pour vous, le partenaire, si j'ai bien compris, est le client. Par exemple, du coup, si on travaille avec un office de tourisme qui va être le diffuseur de l'offre, qui ne va pas forcément être le client, c'est pas lui directement qui va être client, mais qui va diffuser l'offre auprès donc, du grand public qui peut être client. Donc lui est considéré comme partenariat, l'office de tourisme, et pas partenaire. Enfin, s'il y a un partenariat, il est partenaire. Ok, parce que du coup... Alors, si je renverse votre question, les partenaires, c'est l'ensemble des structures qui vont être dans le projet à un titre ou à un autre
et qui vont favoriser son développement. Ça peut être des clients, parce qu'un client a un besoin bien particulier qu'il sait qu'il peut être, alors si je prends le cas des établissements publics, un musée va avoir des besoins qui sont assez proches des musées qui sont ses confrères. Donc, c'est un partenaire, même si c'est un client. Dans le cas que vous indiquez, l'Office du tourisme, si c'est lui qui assure la distribution, même s'il n'est pas rémunéré par la solution, c'est un partenaire. On n'a pas qualifié la notion de partenariat à une relation commerciale. Plus, et le partenaire, ça peut être... ce matin, on étudie un dossier où l'un des partenaires, c'est une école d'ingénieurs qui vient apporter des technologies qui ont été développées dans le cadre de son laboratoire de recherche. Ok, super. Merci. Madame, prenez le micro. Merci beaucoup. J'ai raté le début. Donc, c'est une subvention et il ne s'agit pas de rentrer dans le capital. Alors, non, on est bien là sur un programme de subvention. Il n'y a pas d'entrée au capital. L'État, à la fin, ne vous demande rien d'autre que d'avoir réalisé le projet dans le calendrier qui a été défini. Et au moment de la contractualisation de la subvention, en fait, on va signer une convention de subvention dans laquelle vont être rappelées un certain nombre de choses qui figurent dans le dossier, c'est-à-dire le calendrier, et on va définir avec vous un certain nombre d'objectifs intermédiaires et finaux qui vont permettre de vérifier que le projet a bien abouti à l'objectif visé. Parce Voilà. que nous, ce qui nous intéresserait, parce que nous avons déjà un investisseur, et nous, ce qui nous intéresserait, c'est plus d'avoir un accompagnement, on va dire, comme en hub ou en accélérateur avec le partage avec le ministère de la Culture, le partage, parce qu'on a les retours de nos clients, mais on voudrait aussi voilà, vivre, pas tout seul, mais vivre dans la communauté française de la soft power qu'on doit aller porter à l'international après. Parce que notre projet a la vocation d'être évidemment international. Bah, si pour ce faire, vous avez besoin de fonds pour payer des prestataires, recruter des gens pour aller porter la bonne parole, sous réserve que le projet soit vraiment, soit innovant, vous pouvez candidater. Là, on est bien sur une aide de type financement. Le ministère est présent, mais l'objet, c'est pas que le ministère fasse incubateur de la solution. Il y a des incubateurs, si le sujet c'est de l'incubation, pour ça, il y a des incubateurs publics ou privés qui peuvent vous accompagner. Est-ce que ça répond à votre question? Absolument. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon... Bonjour. Donc je me posais une question, pas pratique, mais plutôt... ouais. On voit beaucoup de projets qui sont pas pérennisés suite à des appels à projets, suite à des programmes d'incubation, des accélérateurs, machin, etc. Et donc vous avez dit que vous n'étiez pas dans le financement d'activités courantes. Pourtant, la pérennisation et le maintien des outils qui ont été créés dans ce type de dispositif est un sujet fort de tension dans les institutions culturelles notamment, et puis pour le service public. Donc je me demandais pourquoi est-ce que vous ne financez pas des projets qui ont déjà, des outils en fait qui sont déjà installés et qui ont du mal à être pérennisés par la suite. Je ne suis pas le ministère de la Culture, donc je ne le représente pas. Je vais vous faire une réponse qui est à la mesure du devoir de réserve auquel je suis tenu. C'est un problème qui concerne le ministère avec ses administrations, avec les établissements publics qui en dépendent. Pour rebondir sur, c'est pas à moi. Nous on nous mandate pour financer des projets innovants pour accélérer la transformation. L'aspect financement des projets existants ou de leur pérennisation, c'est une autre question au ministère de la Culture et très franchement, c'est pas à moi de répondre. Pour autant, sur l'aspect pérennité, nous, ce qu'on va regarder pour des projets qui resteraient par exemple à l'intérieur d'un établissement public, c'est quel engagement l'établissement public va prendre pour que les personnels qui sont affectés au projet sont, on va dire, affectés au projet sur la durée et que le financement sur le long terme, typiquement d'un nouveau système informatique, si on parle de quelque chose comme ça, que l'établissement public s'engage dans la pérennisation des financements concernés
maintenance évolutive, enfin, maintenance préventive, maintenance corrective, maintenance évolutive, et que ce soit prévu dans son budget. Alors, ce sera à l'aune de la durée du programme, et après, c'est charge à l'établissement public ou à la structure concernée de continuer de négocier l'affectation de ressources, que ce soit humaines ou financières, au projet. Pour avoir passé 15 ans dans des établissements publics, des projets qui sont vraiment structurants et qui apportent quelque chose au fonctionnement de l'établissement public, normalement, en général, ils sont financés. Peut-être pas à la hauteur qu'il faudrait, mais ils le sont quand même. Du coup, il y a une volonté de financer des projets structurants forts plutôt que des projets gadgets quelque part. Oui, c'est l'objet. On est sur une stratégie d'accélération. Donc l'objet, c'est bien d'avoir une ambition pour l'ensemble du secteur. Alors le terme gadget. Je le dis vulgairement, c'est pas contre vous. Non, mais parce que il y a des les projets gadgets. Oui, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, si on parle de gadget. En gros, si je fais une caricature qui est ridicule, mais l'objet, c'est pas d'acheter un nouveau téléphone portable hyper haute définition pour faire des vidéos sur TikTok. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est bien comment doter les établissements publics et les sociétés d'ailleurs, pas que les établissements publics, de nouveaux outils, de nouveaux actifs, puisqu'on parle d'actifs en fait, que ce soit des actifs matériels ou immatériels, pour remplir leur mission et répondre aux besoins et aux attentes de leur public, quel qu'il soit. Merci. Est-ce que la subvention couvre l'intégralité des dépenses ou est-ce qu'il y a un pourcentage minimum et est-ce qu'il y a une limite dans l'enveloppe par rapport au projet? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est sur un financement maximum de 2 millions d'euros par projet, dans la perspective de 50% du budget total du projet. Voilà, il faut amener les 50%, et je ne l'ai pas précisé là, mais dans les dépenses qui sont couvertes, il y a les dépenses d'achat de matériel, d'achat de licences logicielles si jamais c'est le cas, et de prise en charge d'une partie des ressources humaines qui sont affectées à temps partiel ou à temps complet sur le projet. Ça vaut notamment pour le recrutement de contrats à durée déterminée sur la durée du projet qui sont affectés spécifiquement au projet. Et en face, dans la partie que la société ou l'établissement ou la collectivité apporte dans le budget, il y a effectivement la prise en charge par elle, et sur son budget de fonctionnement, des personnes, de ces personnels qui sont affectés au projet. Justement, j'ai une question importante à ce sujet, donc 50% amenés par la société. Est-ce que les apports en nature peuvent être inclus dans les 50%? C'est-à-dire que j'ai 1 million d'euros d'investissement que je veux valoriser au sein de la structure. Est-ce que ça sera pris dans les investissements? Oui, a priori, oui. Il faudra après qu'on regarde concrètement qu'est-ce que cet apport en nature signifie et quelle est sa valeur. Mais a priori, les apports en nature peuvent être pris en compte sous réserve qu'effectivement, ils sont bien affectés au projet. Merci. Il nous reste un quart d'heure, sauf si vous voulez continuer d'aller visiter les stands. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. J'en profite. Hein. C'est une consultation privée. J'en abuse. Non, mais je ne veux pas non plus vous retenir plus que de mesure. Moi, j'ai encore un quart d'heure. Donc, Non, il y a soutenance du projet par le candidat, d'accord? Alors, en fait, dans le processus de sélection, on a une première analyse sur la complétude, l'intérêt du dossier fait par nous. Ensuite, il y a une deuxième expertise qui est faite par le ministère de la Culture. Et ensuite, on transmet les dossiers à des personnalités qualifiées. Le comité de sélection se réunit, balaye tous les dossiers, décide des structures qui seront, des porteurs de projets qui seront reçus en audition. Et c'est à l'issue des auditions qu'on détermine si les projets seront aidés ou pas. L'objet de la réunion du comité de sélection pour déterminer qui vient en audition,
c'est que en fait, on demande, enfin, l'objet de la réunion, c'est de déterminer toutes les questions qu'on va poser aux porteurs de projet, qu'on leur demandera d'approfondir pendant la présentation. On ne leur demande pas de venir pitcher le projet pendant l'audition, puisqu'en fait, on a eu le dossier de candidature, et donc on sait exactement quelle est la nature du projet et qu'est-ce qu'on attend en plus. Donc c'est pas un pitch du projet, l'audition, c'est vraiment une période, enfin un moment d'approfondissement du dossier et de la nature du projet. Pas la peine d'amener son PowerPoint. Voilà, vous pouvez amener un PowerPoint, mais ce ne sera pas le PowerPoint de pas le votre pitch pitch investisseur, ce sera un PowerPoint spécifique pour l'audition. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de clore cette Innovation TV consacrée donc à l'investissement dans l'innovation. Bon, on va le remettre là. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de salon. Et s'il y en a qui ont encore des questions qu'ils ne veulent pas poser en public, je reste disponible.